Messieurs, dames, amis sportifs, fidèles téléspectateurs de Tri TV et de la chaîne de Watt FM, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive. Aujourd'hui, nous parlerons longuement de l'ouverture de la CAN et de l'entrée en matière des étalons. Une entrée en matière qui n'a pas du tout souri aux 11 nationales puisque les étalons sont tombés hier au stade de Olembe face au Lion, un jeune notable. Pour les parties débrief et analyse, nous avons concocté un plateau de premier choix. Nous retrouvons donc deux habitués de ce plateau, deux bons compagnons qui ne manqueront pas, bien entendu, de vous servir des analyses bien pointues et parfois, vous les connaissez, ils ne tardent pas à se rentrer dedans. Issa Kaïl Boudo et Adama Salamiri, monsieur, bonsoir. Bonsoir, c'est toi qui réponds, c'est moi. Bonsoir William. Ça a déjà commencé. Alors Salamiri, il faut préciser qu'il est surnommé El Frances, autrement dit le français. Salamiri, bonsoir. Bonsoir William et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Issaka. Bonsoir John William, très belle introduction, merci de nous avoir introduits. Et lui, il faut qu'il fasse très attention parce que je l'ai à l'œil. Ok, alors en face de ces deux messieurs, nous avons donc un tout nouveau. Il a été footballeur professionnel, il a traîné sa bosse en Algérie notamment. Il a vu les débuts de Slimani puisque lorsque lui il jouait, Slimani était junior dans l'équipe. Il a joué également au Congo. Il a porté les couleurs du Santos FC ici à Ouagadougou. Lui, c'est tout simplement Alain Nebié. Alain, bonsoir. Oui, bonsoir, Simba. Alors, c'est, on va dire, une petite reconversion qui commence. Après les terrains, c'est le rôle de consultant ce soir. C'est une première. Bon, disons, effectivement. En tout cas, je le disais tantôt, Alain Nebié a vu les débuts donc, de Slimani, l'attaquant algérien. C'était un garçon que tu as vu venir. Est-ce qu'on te le disait il y a une dizaine d'années que ce garçon arriverait à ce niveau, tu parierais? Bon, je dirais non. Parce que, bon, au temps où nous, on était pratiquement les titulaires, bon, c'était des jeunes qui montaient. Voilà, donc ils se voyaient en nous, en fait. Puisque nous, on était les titulaires. Donc c'était nous qui prouvions dans le club. Les étoiles, c'était voilà, Alain Nebié. nous, voilà. Mais aujourd'hui, c'est Alain Nebié qui regarde Slimani à la télé. Voilà, effectivement. Et le foot est fait de ça. Voilà, effectivement. Merci Alain, merci monsieur. On ouvre donc cette émission avec l'entrée en matière des étalons. Tout à l'heure, le 11 de départ donc, de Firmin Sanou, puisque c'est lui qui était sur le banc, l'absence de Kamou Malo, donc testé positif à la Covid-19 sur la réalisation des points. Voilà, donc un 11 départ avec Hervé Kofi dans les buts, une défense centrale, Steve Yago, Issoufou Dayo, Issa Kabouré à droite, Patrick Malo à gauche. Au milieu, on avait le trio Gustavo Sangaré, Adama Gira, Blati Touré devant Cyril Bayala, Fessal Tapsoba et Bertrand Traoré. Voici donc le 11 concocté par Malo et dirigé par Firmin Sanou lors de ce match d'ouverture en tant que les lions indomptables du Cameroun et les étalons du Burkina Faso. On va donc revenir et suivre ensemble un petit résumé de ce match, un match qui a vu donc les Burkinabés ouvrir le score à la 24e avant bien entendu de se faire rattraper puis donc dépasser par les lions indomptables du Cameroun. Entrée ratée pour les étalons dans la CAN 2021. Face au Cameroun, le pays hôte, l'équipe burkinabé a quelque peu donné le fouet pour se faire battre. Privé de quelques cadres et du sélectionneur national, les étalons avaient pourtant les moyens de repartir à l'hôtel avec le point du nul. Bien en place à l'entame et nullement complexé, les étalons contiennent parfaitement les lions indomptables et procèdent par à coup. Dans ce plan de jeu bien appliqué, les étalons trouvent la faille à la 24e minute avec Gustavo Sangaré qui reprend un centre de Bertrand Traoré. Et c'est le premier but de ce... Un but à 0 en faveur des étalons et Gustavo Sangaré qui en profite pour inscrire son but en phase finale. Score en ce moment du match qui glace le stade de Olembe. Les Lions semblent dans la sauce, mais en sortent après un quart d'heure avec l'aide des étalons. Revenu pour prêter main forte à sa défense, Bertrand Traoré bouscule Zambo Anguissa. L'arbitre algérien Gorbal hésite et finit par consulter la VAR. Penalty pour les Lions indomptables. Vincent Aboubakar ne tremble pas et transforme. Un but partout et les étalons doivent tout recommencer, se dit-on. Pire, ils ne tiendront pas le score avant la pause. La faute à un second penalty concédé dans le temps additionnel. Suite à un tacle inapproprié de Dao, l'arbitre indique sans hésiter le point du penalty. Vincent Aboubakar ne se fait pas prier pour doubler la mise. 2-1 en faveur du Cameroun qui tiendra ce score jusqu'au terme de la rencontre. Une défaite difficile à encaisser mais qu'il faudra vite digérer afin de se reconcentrer pour la deuxième journée face au Cap-Vert dans 4 jours à Yaoundé. Voilà, les étalons qui tombent d'entrée face donc aux Lions indomptables 2-1. Le Cameroun qui prend une option sérieuse pour donc la qualification au second tour. Les étalons qui devront jouer des coups d'un pour venir à bout donc des requins bleus du Cap-Vert dans 3 jours, donc toujours au stade de Olembe. Alors Issaka, c'était un match
on va dire, de tous les enjeux, il fallait surtout le gagner, d'autant plus que certains joueurs burkinabés et quelques membres du staff avaient été testés positifs à la Covid. Mais à l'arrivée, on pourrait dire qu'on a bien commencé, mais on est arrivé en retard à la gare. Oui, entièrement d'accord avec vous. Si on regarde un peu dans l'histoire, on dirait que c'est une bis repetita. L'histoire se répète. C'est-à-dire 24 ans après, oui. Le Burkina Faso tombe encore devant le Cameroun en match d'ouverture. Vous vous rappelez qu'en 98, c'était pas le même contexte, c'était pas les mêmes acteurs, mais c'était toujours les mêmes pays qui se croisaient à l'ouverture de la CAN. On a été battu 1-0, but de Alphonse Tchami à la 9e minute. On n'a pas pu revenir. 19e minute. Donc 24 ans après, on se retrouve cette fois-ci du côté du Cameroun et l'histoire s'est répétée encore une fois de plus. Ça peut dire que entre le Cameroun et le Burkina, ça a toujours été chaud. Ils ont souvent pris le meilleur sur nous et ça s'est répété. Maintenant, on rentre là dans les détails pour... c'est ce que je peux déjà planter comme observation de façon générale. Alors justement, Alain Nebi, est-ce qu'on n'a pas mal entamé ce match? Est-ce qu'on n'a pas mal entamé ce match, surtout avec cette affaire de joueurs testés positifs, d'entraîneurs testés positifs à la Covid? Est-ce qu'on n'a pas déplacé la concentration avant la rencontre? Bon, moi, selon mon analyse, je pense que non. Parce que bien avant le match, le coach Fimet avait eu à remonter un peu les joueurs dans les vestiaires. Et je pense qu'il avait eu à leur dire d'être très concentrés par rapport au public qui les attendait. Et ça, c'était quelque chose qui les avait donné de la force. Mais dès l'entame du match, moi, selon mon constat, j'ai vu que non, il n'y avait pas de problème. On était en place. On créait beaucoup de situations, comme on appelle ça, compliquées pour les Camerounais, parce que les Camerounais n'arrivaient même pas à placer le ballon. Donc je pense que pour un début, c'est bon. Pour un début, voilà, c'est bon. Donc on peut donc considérer que cette affaire de Covid avait été réglée. Oui. Et Bertrand Traoré, justement, la veille de la rencontre, n'avait pas manqué de monter au créneau. Tout le monde avait crié donc au complot camerounais Salambéry. Alors, il y a un an, au Chan, c'était la RD Congo et son entraîneur Ibengue qui était déclaré positif et obligé de suivre loin la rencontre face au Cameroun. Et cette fois, c'est le Burkina. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une complotite à la Covid-19 au Cameroun? Bon, ça va être un peu difficile de répondre à cette question, mais d'entrée, il faut déjà dire que les organisateurs de cette compétition n'ont pas vraiment placé la barre haute pour pouvoir vraiment gérer ces genres de situations, parce que les textes disent qu'il faut faire les tests 48 heures avant le début de la rencontre et ils viennent de façon, on va dire, masquée, parce que là, il y a une première équipe non reconnue qui est arrivée et non mandatée, une seconde équipe qui arrive. Il aurait fallu que la délégation burkinabé puisse contacter la CAF pour vraiment s'assurer que cette seconde équipe qui est arrivée là est vraiment mandatée par... Oui. Mais je vais quand même dire que cet état de fait a vraiment perturbé pour moi l'esprit du groupe étalon, oui. Ce qui a vraiment un peu dérangé le jeu lors du match d'ouverture. Vous avez sans doute, il a dit, Firmé a vraiment bien motivé les garçons en début de rencontre, mais il ne fallait vraiment pas céder à la provocation, parce que les Camerounais s'entendent que la moindre faille, la moindre provocation allait provoquer la colère des Burkinabés, ça allait être vraiment une réaction négative. Ils ont profité de cette situation pour vraiment provoquer les Burkinabés, à tel enseigne que les Burkinabés sont allés vraiment jusqu'à la faute. Alors justement, on va écouter Bertrand Traoré sur cette affaire de Covid. On a 3 avis sur ce plateau. On va écouter Bertrand, qu'est-ce qu'il en pensait la veille du match, et on pourra peut-être se faire une idée plus précise sur l'ambiance dans l'équipe avant le coup d'envoi de ce match Cameroun-Burkina Faso. C'est inacceptable pour nous, et pourquoi on fait des tests antigéniques? Peut-être qu'il faudrait nous prévenir avant. Et il y a eu deux groupes deux types qui devaient faire le test Covid. Déjà la première équipe est venue, on a dit voilà, ils n'ont pas été envoyés par la CAF ou je ne sais pas trop. Après il y a une dizaine d'équipes qui est venue faire les tests. Je pense que voilà, les autorités doivent revoir l'organisation, et nous on ne peut pas accepter cette décision. S'il y a un groupe qui doit venir faire les tests PCR, que ce soit une équipe de la CAF ou une équipe transparente qui va venir faire les tests, comme ça nous
on est sûr que tout est clair et on ne va pas perdre des joueurs juste à 24 heures du match. Voilà, donc Bertrand qui craignait de perdre des joueurs 24 heures avant le match. Est-ce que cette affaire a perturbé les étalons, Issaka? John Williams, je vais le dire très clairement. Oui. Très clairement, je ne suis pas totalement d'accord avec Nébié. Je pense que ça a complètement perturbé cette équipe de Burkina Faso. Raison pour laquelle aujourd'hui nous allons peut-être pondérer nos critiques en direction de cette équipe pour ce premier match. Imaginez-vous, John Williams, une équipe qui va à une compétition africaine, la plus grande compétition. Vous partez en préparation, vous faites 2 matchs amicaux, vous les gagnez. La série, on fait un nul sur l'autre. Vous faites un nul, vous gagnez 1. À l'image de toutes les équipes, aucune nation au monde où aucun entraîneur n'aimerait commencer une compétition de haute volée amputée par Issaka, hormis Edmond qui est titulaire indiscutable, oui. Et Oula Abbas qui prétend logiquement être titulaire, oui. Les autres, oui, mais justement, le problème, c'est pas ces individus qu'il faut regarder, c'est le choc que ça crée au sein de l'équipe. Alors, parce qu'à un moment donné, grand garçon, de si grand professionnel, ça peut faire. Oui, non, je suis en train de donner une explication. Je me dis que normalement, quand même, ça a perturbé cette équipe. Ça a perturbé parce que vous partez de la sérénité à la trouille. À un moment donné, on a déplacé le débat du détente vert, on est sur maintenant un débat qui n'est plus footballistique. Donc effectivement, même quel que soit ce que l'entraîneur va dire, ça va déconcentrer forcément les acteurs. Et c'est clair, ce soir vous avez vu le Sénégal qui a peiné. Le Sénégal a eu 11 joueurs absents. 11 joueurs absents, on a cru que le Sénégal allait pouvoir croquer très rapidement. Le Sénégal marque à la 95e minute parce qu'ils ont mis ça sur le fait que 11 joueurs ont été testés et c'est les meilleurs. Quand vous partez à une compétition, vous avez d'abord besoin de vos premiers choix. C'est étagé, il y a les premiers choix, deuxième choix, troisième choix. Une équipe comme celle du Sénégal, donc elle est capable de venir avec, on va dire, 3 équipes capables de remporter le trophée. Quand vous prenez le 3e gardien du Sénégal, il est titulaire en championship. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais pour répondre à votre question, je dis, moi je suis complètement avec ma pensée. Je pense que cette situation a vraiment perturbé les étalons. Maintenant, si on rentre dans le contenu du jeu, on peut aussi trouver peut-être des explications. On va donc sauter cette affaire de Covid. On va parler maintenant du contenu. Les étalons qui ouvrent donc le score à la 24e minute et qui se font rattraper à la 38e suite à une faute de Bertrand sur André Zambo Anguissa. On pourra voir donc l'action de la faute de Bertrand. Voilà donc le contact entre Bertrand Traoré et Zambo Anguissa, le joueur du Napoli. L'arbitre Borkal, l'arbitre algérien, Gorbal, l'arbitre algérien qui demande de continuer à jouer. Lava l'interpelle. Il va donc consulter Lava et revient accorder un penalty donc aux Lions indomptables du Cameroun. Y a-t-il faute sur Zambo Anguissa de la part de Bertrand Traoré? Allez, bien. Oh bon, ça se voit clairement, il n'y a pas à discuter. Il y a faute. Il y a faute. Il y avait faute. Mais l'arbitre, pour moi, il a même vu que tu es au départ. Il a fallu Lava pour que l'arbitre se décide. Oui, mais bon, disons qu'au départ, Lava est fait pour ça. Voilà, si l'arbitre est indécis par rapport à la situation du truc, c'est obligé que l'arbitre. Toi qui as été avant-centre. Oui. Quand on est avant-centre et qu'on se retrouve dans la surface, oui. Comment le sentiment de défenseur naît? Est-ce qu'on arrive à défendre? Parce qu'on a du mal à comprendre le pourquoi de cette charge de Bertrand. Voilà, effectivement, Bertrand, il n'est pas un défenseur. Il n'est pas défenseur. Donc, pour lui, il vient avec l'excès d'engagement. Pour lui, il s'est dit que non, en faisant cet obstacle, ça ne va pas créer de faute. Mais pour un défenseur qui est typiquement défenseur, qui est de métier, voilà, il sait que non, ça, il ne va jamais commettre ce genre de faute. C'est pas possible. Et comment on explique ça? L'expérience de Mais ça ne s'explique pas. Parce que pour un joueur de ce rang, le niveau qu'il a, normalement, il ne peut pas se permettre de faire ce genre de faute. Puisque normalement, un attaquant qui est dans la surface, tu dois t'arranger à ne pas avoir des contacts avec lui. Voilà. Alors, il est mettre de lui parce qu'il faut l'accompagner dans son action, l'empêcher de réaliser son geste et puis c'est tout. C'est tout. Alors, Issaka, justement, on le dit, on a toujours du mal à comprendre ce contact-là. Certains diront qu'il n'y avait rien. Alain Nébé dit il y a pénalty. Alors, moi, pour ma part, vous connaissez ma position. Ouais. Il peut avoir pénalty, mais on n'est pas obligé de siffler. Quand même. Moi, je pense que par rapport à la question que tu poses à Nébé, j'ai suivi le match, je suis très patriote, je l'ai regardé. Quand j'ai vu l'action, j'ai crié, j'ai dit ça, on est foutu. Oui, moi, c'est clair. Quand vous sentez. C'est pas quand vous sentez le football et que vous le connaissez, cette charge était très excessive. Et puis, à vitesse réelle, elle était excessive. Et moi, ce qui m'a un peu gêné,
c'est que c'est la position de Anguissa. Il a pratiquement dos au mur. Oui, il est dos au but. Dos au but, est-ce que il est dangereux? Je me pose cette problématique. On va demander à la réalisation de répéter cette image-là pendant que nos consultants s'expriment. Il n'était pas, voilà, Anguissa n'était pas très dangereux. Pas du tout dangereux. Voilà, il n'était pas du tout dangereux pour nous. Voilà, regardez sa position. Il devance Alain Bertrand, autant pour moi. La charge, elle est excessive. Et la faute, certains Burkinabés ont voulu peut-être sur les réseaux sociaux et critiquer l'arbitre. J'ai dit non, il faut savoir se regarder dans une glace par moment. Critiquer l'arbitre, je pense que l'arbitre il a eu peut-être tort sur ce match d'être algérien. Compte tenu des Sinon, les connaisseurs du foot, ceux qui aiment le foot, il faut reconnaître. On va pas oublier que c'est l'Algérie qui nous barre donc la route à la suite de qualification du mondial, oui, Salam Béré. Non, mais ça, c'est un peu la résultante d'un joueur en manque peut-être de compétition, un joueur en manque d'arguments. Il a quand même livré une belle partie. Une belle partie, mais il s'est défoncé. Il s'est vraiment sacrifié pour aller jouer ce match. Parce que Bertrand n'est pas ce genre de joueur qui revient d'habitude pour défendre. Mais la situation présentée comme telle a fait de telle sorte que lui, il s'est défoncé pour quitter l'attaque pour venir. Étant fatigué, bon, il est obligé de commettre cette faute. Ça c'est le comportement d'un joueur qui est vraiment en manque d'arguments. Alors justement, Alain, quand on regarde l'entame de cette partie, les étalons ont semblé très bien en place, ont semblé très bien appliqués, jusqu'à ce but, une belle récompense, et puis après la demi-heure, est-ce un problème physique? Bon, moi je dirais que tout autant que je parlais aux frères tout à l'heure, quand je disais Issaka Ilboudo, excusez-moi, je disais que le problème de la Covid n'avait pas vraiment gêné sur l'état d'esprit des joueurs. Pourquoi je disais ça? Parce que quand on regarde le match dans l'ensemble, parce que étant footballeur, même si vous êtes au courant que votre partenaire ne jouera pas le match, il faut se remettre en question. C'est dit que non, comme lui il ne sera pas là, il faut que moi je mouille le maillot aujourd'hui. Et je pense que c'est titulaire demain. Voilà, pour pouvoir être titulaire demain. Parce que ces joueurs qui ne sont pas là aujourd'hui, c'est dû à une situation. Ça veut dire que vous êtes des remplaçants, vous devez faire le même travail qu'ils auront fait s'ils étaient là. Mais la différence, c'est qu'au préalable, vous n'étiez pas prédestiné à jouer. Oui, c'est clair. C'est normal. C'est vrai que ça joue un peu sur le coup. Mais remplacer les titulaires, séance tenante par moins de 48 heures, par moment, ça perturbe. Ça perturbe, oui, c'est vrai. Mais un joueur, étant joueur de compétition, quand vous êtes sur le terrain, vous oubliez tout ça. D'accord. Parce que pendant que le match se déroule, en fait, bon, voilà, je suis confronté à mon adversaire, il faut que je mouille le maillot. Parce que c'est le peuple qui regarde le joueur. Donc, en fait, même si psychologiquement les joueurs étaient un peu atteints, le fait qu'ils soient montés sur le terrain, je pense qu'ils ont réussi quand même à dépasser ça en fait. Alors justement, on va réussi à dépasser ça. Alors on va rester donc sur l'effet négatif de ce match. Il y a eu la faute commise par Bertrand Traoré qui occasionne un premier penalty transformé par Vincent Abouaka et ensuite il y a eu l'action du second penalty, cette faute ou supposée faute de Issoufou Dayo qu'on va avoir donc Dayo qui tacle Karl Toko et Kambi, l'arbitre sans hésiter désigne le point de penalty à vue d'œil la charge. Elle est donc, on va dire, violente. Mais est-ce qu'ici, il y avait encore faute, messieurs? L'intentionnalité peut être sifflée à ce niveau. L'intentionnalité, disons, oui. Parce que l'intentionnalité, l'engagement, l'excès de l'action peut amener l'arbitre en plus et il y a eu un contact. Mais sur l'image, on voit clairement que Karl Toko et Kambi avaient déjà joué le ballon. Ils jouent déjà parce que l'impact arrive. Est-ce qu'on doit siffler penalty ici? Oui, c'est pourquoi je suis en train de vous parler de l'intentionnalité. En réalité, l'arbitre peut se laisser emporter par cette charge, cette intentionnalité peut l'amener à penser qu'effectivement, sinon, l'attaquant avait déjà perdu le ballon. Oui. Mais on peut se dire que cette action était une action qui avait une possibilité d'atteindre physique. Pourquoi ici la VAR n'interpelle pas M. Gorbal? Salam Béré. Non, parce que là, vous avez donné votre réponse à la question. Parce que là, déjà, Karl Toko Kambi, qui vient vraiment en vitesse, avait réussi déjà à chipper le ballon et Dayo étant venu en vitesse est venu en retard pour intervenir, il ne pouvait plus freiner et son engagement pour freiner. Il ne pouvait plus vraiment ralentir sur son action à tel enseigne que son élan vraiment a emporté. Et souvent, il y a l'intention qu'on siffle, les arbitres sifflent les intentions. Donc, cela a fait que l'arbitre n'a pas eu besoin vraiment de la VAR pour
Et c'était réel. Alors, monsieur, dans l'ensemble, lorsqu'on fait le bilan de ce match, qu'est-ce qu'il faut retenir? Les bonnes intentions dans les 30 premières minutes ou ces 2 erreurs qui peuvent probablement nous coûter la qualification? Bon, en fait, disons, les 2 erreurs quand même nous ont coûté cher. Parce que quand on regarde dans l'ensemble du match, n'eût été les 2 pénaltys, en réalité, le Cameroun n'a pas eu d'action franche en tant que telle. Donc, quand on regarde, on voit que si on n'avait pas concédé ces 2 pénaltys, en réalité, on pouvait vraiment s'en sortir dans ce match. Ouais, c'est vrai. Voilà. Parce que quand on regarde, dès la première mi-temps, à part l'action de l'attaquant Vincent Bouaka, voilà, à part cette action, franchement dit, je ne pense pas qu'il y a eu des dangers dans notre surface. Voilà. C'est nous-mêmes, on s'est mis dans ce genre de situation parce qu'un défenseur, le tacle que d'ailleurs il amène dans la défense, normalement, il y a certains tacles qu'il faut carrément éviter. Voilà, tu as été joueur, tu sais comment ça se passe. Je m'engage pour un tacle, même si je sais que l'attaquant ne pourra rien faire. Une fois que je suis en contact avec lui, l'intentionnalité. On va siffler penalty. Alors, monsieur, on va écouter Firmin Sanou, donc sélectionneur adjoint et titulaire sur le banc à l'occasion de ce match. Vous le savez très bien, Kamou Malo déclaré positif à la Covid avait dû assister à la rencontre donc confinée dans son chambre d'hôtel. On écoute Firmin Sanou. On n'a pas érigé de notre prestation. Je pense qu'on a fait une bonne prestation face à peut-être une très belle équipe du Cameroun. On a rivalisé avec eux sur le plan du jeu, dans un beau stade, devant un bon public. Donc malheureusement, peut-être le seul regret qu'on peut avoir sur ce match, c'est d'en avoir pas pu au moins un point. C'est possible que certainement ça a dû jouer sur eux, parce que sur les actions, moi j'ai pas encore vu les actions, donc on peut faire confiance à l'arbitre, donc je pense qu'il était là pour ça. Mais oui, sur les 2 actions, il y a un léger retard de notre part. Peut-être de l'expérience dans l'équipe. Je pense qu'on a manqué d'expérience dans l'équipe parce qu'en menant 0, logiquement, on devrait tout faire pour arriver au moins à la mi-temps à 1-0, voire à 1-1. Voilà, on revient donc sur ce plateau. Firmin Sanou qui dit on aurait dû repartir dans les vestiaires avec au moins ce score de 1-1. Est-ce qu'on peut dire que les étalons éprouvent donc, ressentent un sentiment de regret quelque part à l'issue de cette rencontre, Isaac El Boudou? Oui, c'est ce genre de match que quand vous finissez, vous rentrez à l'hôtel, vous vous dites, mais si on pouvait le reprendre, mais ça ne se reprend pas, c'est fini, c'est passé. On a forcément des regrets, parce qu'effectivement, comme l'a dit Nébié, quand vous regardez dans l'ensemble, on démarre bien quand même la rencontre. Les Camerounais, ils avaient un peu la trouille. Ils ne savaient pas effectivement... Certainement pas la trouille quand même. Bon, ils avaient un peu quand même peur de cette équipe du Burkina, oui, mais moi, ce qui m'a marqué, John William, oui, c'est lorsqu'on a basculé. C'est le changement de notre ADN, de notre football, à un football qui n'est pas le nôtre. Imaginez-vous que le Burkina, quoi qu'on le dise, nous sommes un pays sahélien, on a des joueurs de petits gabarits, et notre facilité, notre force, c'est un peu les touches de balle en une touche, en mouvement. À un moment donné, les 31 minutes, on a fait, ça marchait. Les Camerounais avaient des difficultés. Du coup, on bascule, on rentre. J'allais venir à cet aspect, le comportement des étalons en seconde période. On va revenir sur ça. Okay. Alors on termine donc. Voilà, j'ai dit qu'on a basculé d'un jeu que nous maîtrisons à un jeu qui était défavorable et qui était favorable aux Camerounais, qui était un jeu un peu fait de kick and rush, où ils étaient un peu mieux. Imaginez un Ngadeu en hauteur avec un Sangaré Fabrice, un Faisal qui n'a touché pratiquement pas de ballon dans ce match. Qu'on voit que nous on a quitté un point A à un point B où ça ne nous arrangeait pas et c'était vraiment profitable aux Camerounais. Donc du coup à la fin du match totalement émoussé. Alors justement on va écouter Bertrand Traoré, on va dire bien entendu bien malheureux après donc cette faute commise à la 38e qui se prononce sur ce match. On écoute. Forcément on est un peu déçu. On est déçu, c'est pas le résultat qu'on voulait. On voulait bien commencer cette compétition, au minimum prendre le point du match nul. Mais voilà, c'est comme ça, c'est une CAN, il faut l'accepter. Je pense qu'on a fait un bon match dans l'ensemble. Mais voilà, on n'a pas su bien manager le match, on n'a pas su garder notre avantage. Et voilà, on a payé cash sur des erreurs. Voilà, on a payé cash. Bertrand fait bien de le dire. Bertrand qui ne se cache pas, hein, n'est-ce pas, Salambélé?
Oui, mais je suis obligé de revenir encore à cette perturbation de Covid parce que, pourquoi je le dis? Parce que n'eût été ces joueurs qui avaient été amputés, on n'allait pas avoir un tel classement. Et les Qu'est-ce joueurs... que tu reproches au classement? Edmond Kofi, non. il est titulaire. Vous imaginez, parce que si Edmond Tapsoba était là, oui, vous allez voir que Dayo et Tapsoba allaient jouer dans l'axe et qu'on allait décaler Steve Yago. Mais qu'est-ce que tu reproches à Steve Yago dans l'axe? Non, je lui reproche rien. Oui. Mais si Edmond Tapsoba était là, peut-être que les différentes interventions survenues dans notre surface de réparation n'allaient pas avoir lieu parce qu'il allait avoir vraiment cette vigilance-là d'anticiper sur des occasions des Camerounais. Donc, pour dire que avec l'absence de ces 5 joueurs et même le coach, parce que vous vous souvenez que Firmin Sanou n'a pas participé au stade de préparation à Abu Dhabi avec l'équipe. Donc lui étant venu avec Bertrand qui n'a pas également participé au stade de préparation, c'était un peu difficile que ces gens-là se retrouvent au sein de l'équipe pour vraiment être engagés en tant que titulaire pour ce match. Ça a un peu vraiment perturbé l'équipe et je suis sûr que si le coach Kamou Malou s'il était là, parce que c'est lui qui connaît ses hommes, c'est lui qui a vraiment fait le stade de préparation avec eux, c'est lui qui savait comment parler aux joueurs, comment vraiment mettre son dispositif en place pour que les Étalons aient vraiment un résultat beaucoup plus heureux que celui-là. Alors il faut préciser que dans ce groupe A, donc le Cameroun est venu à bout donc, du Burkina 2-1, le Cap-Vert l'emporte face à l'Éthiopie 1-0, Cap-Verdien et Camerounais donc occupent les 2 premières places du groupe, Éthiopien et Burkinabé donc ferment la marche 0 points chacun. Alors messieurs, est-ce que après cette première journée, quelle peut être donc on va dire la configuration de ce groupe Cameroun, Éthiopie, Burkina, Cap-Vert? Est-ce que les Lions vont composer les tickets pour les 8e ou est-ce que les 4 seront totalement redistribués dans ce groupe avec pourquoi pas des victoires éthiopiennes et burkinabé lors de la 2e journée qui aura lieu donc jeudi prochain? Allez. Bon. Je dirais que c'est maintenant que la compétition va commencer. Elle a commencé depuis elle a commencé, mais disons qu'à partir du premier match, c'est là où les choses sérieuses commencent en fait. Mais maintenant, il faudra qu'on essaie d'éviter de rentrer dans les histoires de calcul parce qu'après, on va se dire non, il faut gagner, il faut avoir un point. Non, là, il faut maintenant gagner tous les matchs qui nous restent. Et là, on est qualifié. Et là, on est qualifié. Il n'y a pas de calcul à faire. Maintenant, il faut tout gagner. C'est vrai qu'avec tu as vu l'équipe du Cap-Vert hier. Alors, comment tu vois les Étalons face à cette équipe si tu as suivi le match, bien sûr? Bon, je n'ai pas suivi entièrement tout le match. Oui. Oui, mais je pense que vu la prestation que le Cap-Vert a eue pendant les éliminatoires, je pense que quand même, c'est pas à négliger. Hein. Je pense que c'est une équipe quand même qui commence à émerger, qui commence vraiment à se faire connaître. À l'ennemi, il faut préciser qu'il fut un temps où le Cap-Vert passait pour être la bête noire des Étalons, mais ça c'est révolu, oui. Parce que justement en novembre 2016, on est allé gagner 2-0 à Praia, un an après on l'emportait ici 3-0. Est-ce que, on va dire, les Étalons ont les hommes, ont les arguments physiques, techniques et tactiques de façon claire pour l'emporter face au Cap-Vert? Oui, on a tous les arguments. Moi, je pense qu'on a tous les arguments. Voilà. Il faudra juste essayer de rester concentré. Et je pense que ça va venir. Ça va venir. Alors, Issaka, c'est un groupe quand même assez ouvert. Hein. Cap-Vert déjà 3 points, Cameroun 3 points. On est visiblement parti pour avoir au moins 3 équipes se qualifier dans ce groupe. Oui, c'est complètement ouvert. C'est complètement ouvert. Et puis, c'est juste ce que tu dis. Maintenant, est-ce que nous avons la possibilité ou les armes nécessaires d'aller chercher cette équipe du Cap-Vert? Moi, je pense que c'est possible. C'est possible parce que je l'ai vu jouer hier. Elle a gagné, c'est vrai, mais elle n'est pas une équipe aussi extraordinaire pour son premier match. Mais je parle sous le réserve que c'est les premiers matchs. Parce que les compétitions africaines, généralement, c'est à partir des deuxièmes matchs qu'on commence à se lâcher. Voilà, nous, on a joué sous une pression devant une équipe camerounaise avec tout son environnement. Mais il faut se lâcher à partir des deuxièmes matchs pour ne pas se faire harakiri. Donc, je pense que quand on regarde quand même cette équipe de Burkina, franchement, moi, j'ai pas de doute. J'ai pas de doute, elle peut passer cette équipe. Maintenant, il faut revoir certains aspects. Ne pas dormir sur ses lauriers, penser que ça va passer comme une lettre à la poste. Non, ils ont déjà 3 points. Ils vont se dire aussi, si on arrive à accrocher le Burkina, on s'approche petit à petit vers les 8e. Donc voilà, les dés sont ouverts. Est-ce qu'on peut compter sur le retour des Covidés?
Je ne sais pas, est-ce qu'on pourra compter sur le retour de Covid? Je ne sais pas c'est combien de temps on donne pour... Ça va être limite. Donc une semaine ça va être limite. Donc ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est d'abord avoir une feuille de route très claire. Soit déjà on fait un blackout sur ce Covid pour ce deuxième match, on se concentre avec l'équipe qui est là, on se prépare, que de rester en train de tergiverser, est-ce qu'on pourra les récupérer, est-ce qu'on ne pourra pas les récupérer, ça va nous perturber et puis on va se retrouver dans une situation, ça va être une erreur. Si on se rend compte que médicalement c'est difficile, il faut déjà se concentrer avec l'équipe qui est là et préparer le match contre le Cap-Vert avec les acteurs qui sont là en changeant peut-être beaucoup de choses et puis ça peut marcher. Alors à Salambéré, on voit qu'il y a de l'optimisme, hein. On peut encore se qualifier pour les huitièmes parce qu'on a encore la chance, hein. Alain Nibier disait de ne pas faire de calcul. Moi je pense qu'il faudra calculer parce qu'on peut finir meilleur troisième. Oui, mais bon, moi je trouve que le derby de cette poule s'est joué en match d'ouverture. Hein, parce que sur papier comme sur le terrain également, le Burkina et le Cameroun sortaient largement favoris de ce groupe. Les deux équipes s'étant affrontées, il faut vraiment compter avec maintenant les deux autres équipes, l'Éthiopie et le Cap-Vert. Moi j'ai vu le match hier entre le Cap-Vert et l'Éthiopie. Et vraiment, malgré que l'Éthiopie ait eu un carton rouge assez tôt, le Cap-Vert... Dès la 12e minute. Voilà, le Cap-Vert n'est pas parvenu à véritablement dominer cette équipe d'Éthiopie qui a vraiment joué un jeu ouvert, n'a pas essayé comme de faire... Ses habitudes, hein, comme à ses habitudes. L'Éthiopie a toujours joué franchement son jeu, mais n'a pas eu les arguments nécessaires devant. Sinon, ils se sont procuré beaucoup d'occasions. Le Cap-Vert également, mais il n'y a pas véritablement un artilleur assez conséquent dans les deux équipes qui peuvent vraiment faire mouche. Mais il faut faire très attention parce que ce genre de compétition-là, les petites équipes peuvent se révéler des révélations dans ce genre de compétition. On l'a vu avec le Bénin, avec Madagascar en 2019. Il faut vraiment faire très très attention. Il faut préciser que le groupe A, c'est le groupe 1 qui a le palmarès le plus étoffé de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que bon, l'Égypte avec ses 6 titres ou ses 7 titres fait office de Barcelone, mais le Cameroun sacré 5 fois et l'Éthiopie sacré une fois en 1962. Ça fait quand même 2 champions d'Afrique. Oui, 2 champions d'Afrique dans ce groupe. 6 titres pour ce seul groupe, le Burkina, qui peut donc, on va dire, prétendre se prévaloir de sa finale de 2013, vice-champion, 3e en 2017. Et puis le Cap-Vert qui n'a joué que des quarts en 2013. On écoute Aristide Bansé et Bertrand Traoré qui se prononcent sur les perspectives donc, dans la suite de la compétition. Aux yeux de tout le monde, je pense qu'on doit être fier de notre équipe. Voilà, parce que malgré que l'équipe était diminuée, voilà, il y a eu quelques cas positifs. Voilà, c'est-à-dire que presque toute la défense est au milieu du terrain, avec Dango aussi qui en pointe aussi. Donc malgré ça, je pense qu'on a joué debout. Voilà, on a mérité quand même 1 point. Voilà, on a pris 2 pénaltys, mais voilà, je ne sais pas s'il y avait pénalty, mais voilà, c'est sur coup de pied arrêté. Mais en tout cas, on a montré qu'on a une très très bonne équipe. Voilà, il faut soutenir ces jeunes. Et nous avons encore 2 matchs. Voilà, on va aller se préparer, nous allons oublier ce match et rebondir, mais je pense qu'on va se qualifier. Et il va falloir aller chercher ce caractère pour rebondir lors du deuxième match. On va récupérer un renfort de taille ou 2 et je suis confiant qu'on fera de belles choses. Voilà, on revient sur ce plateau. Bertrand Traoré qui espère récupérer un Covidé ou 2. Certainement qu'il fait référence à Edmond Tapsoba. Le deuxième, pourquoi pas, Oula Abbas ou Dango. Voilà, donc on espère que cette équipe des étalons, on l'a vu, Aristide Bansé qui dit que rien n'est joué. Bertrand Traoré qui n'a qu'un seul mot à la bouche. Il faut gagner les 2 autres matchs pour se qualifier. Alors, messieurs, sachez que les qualifiés du groupe des étalons joueront probablement contre ceux du groupe C. Groupe dans lequel donc on trouve le Maroc et le Ghana. Il faut préciser que les Marocains donc ont pris le meilleur sur les Black Stars, donc 1-0. Voilà, on peut se dire que carrément le Maroc pourrait être premier de ce groupe. Voilà, mais avant, monsieur, on va écouter Aboubacar Vincent, le capitaine des Lions et Notables, qui se prononce également sur cette partie.
un état d'esprit très solidaire pour pouvoir revenir à le score et gagner encore. Je pense que c'est pas facile. La compétition africaine, c'est une compétition qui est très difficile. Il va falloir être fort mentalement et physiquement. Donc aujourd'hui, malgré qu'on n'a pas fourni un très bon football, mais nous avons pu gagner. C'est le plus important. Et on doit se projeter maintenant sur le prochain match. Il faut qu'on voie certains détails qu'on n'a pas pu faire durant ces rencontres. Et après, c'est le coach qui est mieux placé pour pouvoir nous fournir des bons détails pour pouvoir faire un match costaud, un peu le prochain match pour pouvoir faire un match costaud. Voilà, donc chercher à faire un match costaud pour se qualifier. Je disais donc tout à l'heure, au moment où nous entrions en studio, donc le Gabon et les Comores, il y avait une équipe qui menait. Le Gabon menait 1-0. Le Gabon menait 1-0 lorsque nous entrions en studio. Il faut préciser qu'un peu plus tôt, la Guinée l'emporte 1-0 face au Malawi et le Sénégal dans la douleur, qui l'emporte donc face aux Warriors, donc aux Warriors plutôt du Zimbabwe 1-0. Voilà donc Vincent Bouaka qui tranquillement lui dit il faudra se montrer costaud, n'est-ce pas là l'attitude qu'il faudra avoir pour les étalons, se montrer costaud parce qu'il y a la place non seulement pour sortir de ce groupe et pour aller loin. Isaka. Oui, il faut se montrer costaud. Et puis quand vous regardez la conférence de Vincent Abouaka, il a eu d'abord une première intervention dans la même courante, comme vous le dites. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que non, ils ont gagné, ils ont pris les 3 points, ils ont marqué 2 buts. Mais très honnêtement, il n'est pas satisfait de la prestation. J'ai vraiment aimé cette façon de voir les choses. Il dit non, on a gagné le Burkina 2-1, mais le contenu, on aurait pu mieux faire que ça. Alors veut dire justement, le contenu, Isaka, tu fais bien d'aborder le contenu. Oui. On va revenir sur donc, cette question que j'avais remise à plus tard. Okay. Le jeu des étalons en première période, on a senti une équipe bien en place, sûre d'elle. Et en seconde période, n'est-ce pas l'envie absolue d'aller égaliser qui a poussé les étalons à balbutier leur principe en seconde période? Oui, c'est la possibilité. Pourquoi pas? Ça dit que le football a ses règles et des principes qu'il faut respecter. Même quelle que soit la situation qui se présente devant vous, que vous menez, que vous soyez mené, vous êtes à 0-0, c'est des paradigmes qu'il faut respecter. Et quand vous ne les respectez pas à un moment donné, vous pouvez vous fourvoyer dans votre football. On démarre très bien cette rencontre, on contenait les Camerounais qui essayaient de mettre le pressing sur nous, on était dans le match. Maintenant, c'était à nous de pouvoir être à mesure de pouvoir temporiser, pouvoir gérer les temps forts et les temps faibles et puis profiter des situations. Mais ce que j'ai dit, nous, on l'a bien fait à un moment donné. Mais après, on a oublié qu'il fallait rester peut-être dans cette cadence et on est parti, on a basculé, on a quitté carrément à un moment donné notre façon de jouer pour se retrouver dans le jeu du Cameroun. Comme tu l'as dit, précipitation peut-être de vouloir marquer ou bien de vouloir peut-être faire des choses. On est sorti de notre match, de notre façon de jouer et on s'est retrouvé dans un football avec des longues balles, et ça nous a énormément défavorisé, épuisé parce que vous le savez, aucune équipe ne peut aller à corps avec cette équipe camerounaise et s'en sortir sans laisser des séquelles. Alors, donc c'est une équipe qui est friable, elle a peur lorsque vous posez le ballon, vous circulez, mais à partir du moment où vous rentrez dans leur système de jeu, mais c'était du pain béni. Donc est-ce que tu sais que parfois les finales de Canet ont opposé des équipes qui s'étaient affrontées en phase de poule? Comment la question? Est-ce que tu sais que des finales de Cannes ont opposé des équipes qui s'étaient affrontées en phase de poule? Oui, bien sûr. C'est déjà par exemple. C'est déjà arrivé. Burkina-Nigeria. 1-1. Match de poule et en finale 1-0 pour le Nigeria. En 2006 également, Côte d'Ivoire-Égypte. Ah ben voilà. C'est vrai, Côte d'Ivoire-Égypte. Et il y a eu des... Rappelez-vous de Nigeria-Algérie, 90. Ah ouais. Ça c'est la mémoire d'éléphant. Non. C'est la mémoire d'éléphant. C'est un grand maître. C'est la mémoire d'éléphant. Alors, messieurs, on a vu quelques matchs. Jusque-là, le Sénégal dans la douleur. Mais quelle équipe vous a semblé, de celles qui ont déjà joué, vous a semblé, on va dire, la plus proche, la plus proche de son meilleur niveau? Alain? Bon, moi, pour le moment, je pense que pour cette CAN, je pense que le niveau, pour le moment, n'est pas aussi élevé que ça. N'est-ce pas aussi dû au fait que certains joueurs sont venus en retard à la préparation? Il y en a qui ont été testés à la... C'est des possibilités. Mais quand on regarde dans l'ensemble, même quand on voyait le match de Cap-Vert Éthiopie, c'était pas un bon match. Le niveau n'était pas aussi élevé pour un match de CAN par rapport à certains. Il y a des années où il y a eu des CAN où à chaque match vraiment c'était la tension, c'était vraiment le haut niveau. Mais là, pour le moment, pour un début, je ne sais pas qu'est-ce qui fait que c'est comme ça, mais peut-être qu'avec le temps, le niveau va se... Parce que les équipes ne vont pas monter au fur et à mesure en puissance à la mêlée. Oui, en fait, c'est ça. Parce que nous ne sommes qu'au début et bon, les nerfs ne sont pas encore vraiment
bien échauffé et il faut attendre les deuxièmes matchs pour vraiment apprécier. Mais j'ai beaucoup aimé le match Ghana-Maroc, où vraiment le Maroc m'a semblé une équipe compacte, une équipe qui tactiquement en tout cas est vraiment bien disciplinée. Avec coach Waïd. Coach Waïd qui se passe d'un Hakim Ziyech et qui vraiment a envoyé une équipe à la CAN qui à mon avis est en train de faire vraiment son petit bonhomme de chemin. Est-ce que déjà sur la base de ce pré-match, on peut dire que le Maroc remportera une seconde victoire après 1976? William, ta question est tellement bien posée. Je pense que moi j'ai regardé pratiquement tous les matchs, mais très honnêtement j'ai pas encore été séduit par une quelconque rencontre. J'ai même regardé le match dont il fait référence. Ça a été un match pas très abouti. Le Ghana surtout, pour l'instant c'est une grosse déception parce qu'on n'a absolument rien vu. On a pratiquement, à part les Brésiliens d'Afrique, on les appelait, mais on a l'impression qu'il y a une décadence depuis un certain moment. On n'arrive plus à retrouver ce Ghana. Et le Ghana, je l'ai dit la semaine dernière, risque d'être l'une des équipes les plus faibles que le Ghana ait présentée à une Coupe d'Afrique des Nations. Parce que quand j'ai vu cette équipe du Ghana jouer aujourd'hui, avec cette erreur qu'ils ont, ils se sont fait harakiri même d'ailleurs. Le Ghana ne commettait pas généralement des erreurs de ce genre. Donc c'est pas une belle équipe. Pour l'instant, on n'a pas encore vu grand chose. Alors Isaka, où est-ce que tu as suivi tous ces matchs? Oui, j'ai suivi ce match. Est-ce que je peux dire le nom? Peut-être c'est sur une chaîne, j'ai essayé de zapper. Oui, pas la chaîne, à la maison, avec des amis. Oui, j'ai suivi certains matchs au service tranquillement. Et voilà, certains matchs aussi, j'ai retrouvé des amis avec lesquels nous on essaie de. Moi, hein. Non, c'est pas toi, t'es pas mon ami. T'es pas mon ami. Et j'en veux pour preuve. Oui. Je pense que Isaka actuellement, il doit être très content quand il regarde le classement de la Ligue 1 en avait. Oui, ce qui n'est pas le cas pour Salam Bélé. Alors allez à suivre. Où est-ce qu'allez à suivre le match? Bon, moi j'ai suivi ça avec des amis. Oui. Devant un grand écran. Devant un grand écran. Une petite bouteille devant la. Ah ouais, ben effectivement. Alors il y en a qui ont suivi le match dans un autre cadre, qui ont suivi le match à Canal Olympia. Vous savez très bien que True TV a un partenariat avec donc Canal Olympia et Canal Plus. Donc Yacine Sawadogo tout simplement a trimballé sa caméra à Canal Olympia où l'ancêtre avait été transformé en stade géant pour les besoins donc de la CAN. On me fait savoir que Yacine n'est pas encore revenu de Canal Olympia. Certainement qu'il est dans les escaliers en train de remonter tranquillement. La CAN, vous le savez, ce n'est pas que des grands débats sur les plateaux télé. La CAN, ce n'est pas, on va dire, la retransmission en direct de ces matchs. La CAN également, c'est la fête. Alors, messieurs, on va revenir sur la deuxième journée du groupe A. Je le disais tantôt, il y a un match qu'on va certainement négliger, Cameroun-Éthiopie. Soit la porte pour donc l'Éthiopie ou la qualification pour le Cameroun, mais est-ce que ces Éthiopiens sont capables de créer la surprise? Salam Bélé. Bon, au vu de ce que nous avons vu comme match hier face au Cap-Vert, moi je ne vois vraiment pas cette équipe d'Éthiopie inquiéter un peu le Cameroun qui joue devant son public. Hier également c'était devant son public. Oui, bien sûr. Il avait été inquiété par le Burkina. Oui, mais face à l'Éthiopie, moi je trouve que quand même le Cameroun est un peu au-dessus de cette équipe éthiopienne. Et que, bon, pour moi, le 13 janvier prochain, ça va être un peu la porte pour l'Éthiopie pour moi. Moi, je pense que, très honnêtement, c'est vrai que le football est très magique, ça réserve souvent des surprises, mais ça va être étonnant quand même que cette équipe de l'Éthiopie qui est en train de rechercher son passé glorieux puisse poser énormément de difficultés. J'ai presque envie de rire quand Isaka parle de passé glorieux. L'année où il remportait la CAN, il n'y avait que 3 ou 4 participants. Je suis d'accord, mais il y a un moment où quand même que l'Éthiopie... En 1962. Voilà, l'Éthiopie comptait quand même à un moment où ils ont plongé complètement. L'Éthiopie est membre fondateur de la CAN. Bien sûr. Donc William, pour terminer, je pense que ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce qu'il ne faut pas oublier que la difficulté que le Cameroun avait, c'était d'abord ce match contre le Burkina. Généralement, les matchs d'ouverture, vous avez la truie, vous avez la peur, le public, comment il va réagir. Ils ont réussi à gagner le Burkina, je pense qu'ils vont s'apaiser un peu. Et face à cette équipe de l'Éthiopie, pour moi personnellement, ça va être du pain béni. Ça va être l'occasion pour les Camerounais, qui d'ailleurs ont toujours faim, malgré leur victoire, ils disent qu'ils n'ont pas bien joué. C'est l'occasion qui va être leur donnée de valider complètement les tickets. Le combat va se jouer entre le Burkina, et Cap-Vert et voilà. Alors on va voir du côté de la régie si donc Yacine Sawadogo est enfin là.
On me fait savoir que Yacine n'est pas encore là. On va donc poursuivre avec la suite des débats sur ce plateau. Alors, messieurs, c'est la CAN, c'est le rendez-vous des stars africaines. Sadio Mané est là, Mohamed Salah est là. En fait, tout le monde est là. Est-ce que ce sera le rendez-vous véritable de ces stars quand on sait que ceux, par exemple, qui jouent en Angleterre ont eu du mal à rallier leur sélection? Ils sont arrivés pour certains déjà un peu fatigués. Est-ce que finalement, ça ne sera pas des joueurs méconnus ou peu connus qui vont se faire la part belle? Exemple, l'équipe du Burkina, Gustavo Sangaré qui marque. Il y a 7 mois, on ne parlait pas de ce gamin en équipe nationale. Allez. Bon, je pense que, selon mon point de vue, ces stars-là, en fait, en réalité, en venant, ils avaient vraiment enchaîné des matchs. Ça veut dire même Liverpool, c'est pratiquement chaque 2 jours, Liverpool jouait. Chaque 2 jours, il y avait match. Et il fallait enchaîner après le dernier match. Je pense que c'était le dimanche, je sais pas, c'était le premier ou c'est quoi? Le 3 que ces joueurs ont été autorisés à rallier les voilà. Et vraiment, je pense que l'enchaînement de ces matchs est directement tombé à la CAN. Je pense que ça va beaucoup jouer sur. Ça va beaucoup jouer sur. La preuve, on a vu même Sadio Mané ce soir, ça a été tellement difficile pour cette équipe du. Ah oui, j'ai pas vu le match, mais ça a été difficile. Même Sadio Mané, il était vraiment en dedans. C'était très. Alors, n'est-ce pas l'équipe du Zimbabwe également qui a été bonne? Elle a été très héroïque, elle a tenu jusqu'à la 95e minute, tenez-vous bien. Ça a été cruel, le football, il est parfois magique, parfois cruel. Ils ont pris ce pénalty à la 95e minute. Ils se voyaient déjà tout beau, arracher un match face au Sénégal, qui avait quand même pas mal d'absents. Malheureusement, le football nous apprend qu'il faut jouer jusqu'à la dernière goutte. Et au dernier moment, Sadio Mané réussit à marquer ce but sur pénalty pour le Sénégal. Dernière tentative, on va repartir à la régie pour voir si Yacine Sawadou est enfin là. Mais je pense que définitivement Yacine Sawadou ne viendra pas. En tout cas, ça aurait été un plaisir, un véritable plaisir d'avoir donc ce reportage sur l'ambiance à Canal Olympia où donc on va dire des Burkinabés sont allés suivre le match d'ouverture donc de cette CAN, match qui a opposé les Étalons au Lion et les Indomptables du Cameroun. Moi j'ai suivi le match à Canal Olympia. Oui, c'était la grande fête. Oui, c'était la grande fête parce que là Canal avait donné l'occasion aux différentes communautés de se frotter et partager un verre ensemble en suivant le match. Et même, vous savez, quand le Burkina avait été mené, le directeur de Canal M s'est levé et dit non, c'est pas comme ça qu'on supporte une équipe. Levez-vous et continuez de soutenir votre équipe, que c'est en soutenant véritablement votre équipe que les résultats vont suivre. Parce que, comme vous le savez, le supporter burkinabé, lorsque son équipe est menée, il devient très apathique. Voilà, il devient très apathique. Mais pas jusqu'à ce point quand même. Oui, mais en tout cas, il a fallu l'intervention du DG pour que les Burkinabés encore redonnent de la voix à Canal Olympia. Parce que, bon, on n'était pas au Cameroun, mais déjà, on se sentait vraiment. Le bois de vin là-bas. Alors, monsieur, on va donc partir. On est quasiment au terme de cette émission. Me fait savoir la régie. Il nous reste que quelques 5 minutes. Mais avant, on ne saurait se quitter sans jouer un petit jeu de pronostic. Ça, c'est clair. C'est vrai que quelqu'un m'avait dit hier qu'on gagnerait 2-1. Je pense qu'on n'a pas gagné. Alain, Burkina, Cap-Vert, pronostic 2-0. 2-0 en faveur du Burkina. En faveur du Burkina. 2-0, c'est noté. Alain Nébier, 2-0 en faveur du Burkina. Issa Kalimoudo. Burkina, Cap-Vert, je pense qu'on va se déchaîner. On pourra marquer au moins peut-être 3 buts. 3 buts à 1. 3-1. Salaméré? Mais moi, je pronostique 2-1. En faveur du Burkina. Alors, tout a été noté, tout a été consigné à l'issue du match. On va ressortir ces réponses et on verra. Alors, finalement, le Burkina il termine quatrième de sa poule? Deuxième. Chaka? Logiquement deuxième. Deuxième également. Alors, sachez que le Burkina, s'il finit deuxième, il joue contre le deuxième de la poule où se trouve le Ghana ou le Maroc. Et le Maroc. Mais il y a la Guinée aussi, il y a Guinée-Malawi aussi dans la même poule. Non, je pense que c'est Comore-Gabon. Alors, vous préférez lequel des adversaires pour les étalons? Entre qui et qui? Entre Maroc, Ghana, Comore et Gabon. Moi je préfère les Comores. Alors ça je préfère les Comores. Mais avant il faudra se qualifier. Voilà. Alors Issaka? Non, moi je pense que tout adversaire qui va se présenter devant nous, il faut se préparer parce qu'il faut avoir du respect pour tous les adversaires. Même si moi je préfère les Comores. Voilà. Alain?
Ouais, moi je suis d'avis avec Issaka. Oui. Il faut se préparer seulement, quel que soit l'adversaire, il faut qu'on soit en mesure de répondre, c'est tout. En tout cas, merci à toi Alain Edby, merci Issaka, merci Salambiri. Je rappelle que jeudi en émission, donc débrief d'avant-match, vous aurez donc Issaka et Salambiri certainement encore, mais cette fois avec Ibrahim Dianda, en attendant bien entendu le grand show du vendredi pour Sport 3. C'est donc fini pour aujourd'hui. Malheureusement, on n'aura pas donc l'ambiance du côté du canal Olympia, mais ce fut un plaisir d'être en votre compagnie ce soir, mais tout en espérant vous retrouver lors de nos prochaines sessions d'information sportive pour, on va dire, plus d'analyse aussi détaillée, aussi outillée, mais restez fidèles au programme donc de Truth TV, la télé interactive.